L'ex de ma copine a interrompu notre mariage et elle est partie avec lui. 1 an plus tard, elle est revenue, pleine de remords. Le karma a été brutal. Je m'appelle Abel. J'ai 31 ans et j'ai encore du mal à digérer ce que je vais raconter, même si plusieurs semaines se sont écoulées. Je veux commencer par le début, car j'ai l'impression que c'est la seule façon pour que quelqu'un comprenne ce que j'ai vécu. Tout cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y avait une histoire derrière. Et bien que je n'ai jamais eu l'habitude d'écrire sur des forums, ce qui m'est arrivé a été si violent que je ressens le besoin de le raconter quelque part. J'ai rencontré Esmeralda il y a presque 5 ans. Dès le début, j'ai été surpris par sa clarté d'intention et la manière ordonnée dont elle menait sa vie. Elle n'était pas du genre à se laisser porter par ses impulsions, au contraire, elle avait des principes bien établis. Elle venait de terminer une relation de plusieurs années avec un homme nommé Raoul. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle me l'a dit directement. Elle n'a pas essayé de le cacher ou de l'enjoliver. Elle m'a raconté que leur relation avait été sérieuse, qu'ils avaient même vécu ensemble un temps, mais qu'à la fin, ça n'avait pas fonctionné parce qu'ils voulaient des choses différentes. Selon ses dires, il n'y avait eu ni tromperie ni trahison. Ils étaient simplement arrivés à un point où leur chemin ne menait plus dans la même direction. En entendant cela, j'ai été reconnaissant. Je préférais la sincérité au silence. Évidemment, au début, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un certain malaise en sachant que quelqu'un avait été si présent dans son passé, mais ce qui m'a tranquillisé, c'est la manière dont elle a présenté les choses, claire, ferme et sans drame. Elle m'a fait comprendre que Raoul faisait partie d'une étape terminée et que ce qu'elle voulait maintenant, c'était construire quelque chose de nouveau avec moi. Avec le temps, j'ai compris que Raoul continuait d'apparaître dans certains aspects de sa vie, mais pas sur le plan sentimental. C'était sur le plan professionnel. Tous deux travaillaient dans la même entreprise, bien que dans des services différents. Elle était administratrice de projet, tandis qu'il était dans le secteur de la logistique. De ce fait, de temps en temps, ils devaient se coordonner ou échanger des informations. Quand je l'ai découvert, ça ne m'a pas beaucoup plu, mais Esmeralda a été très ouverte à ce sujet. Elle m'en parlait toujours sans que j'aie à le demander. Aujourd'hui, j'ai parlé à Raoul parce qu'il y avait un problème avec les fournisseurs où j'ai dû coordonner l'inventaire avec Raoul. Au début, je trouvais étrange qu'elle le mentionne si souvent, mais j'ai ensuite compris qu'elle le faisait justement pour qu'il n'y ait pas de secret. Au cours de ces années de relation, elle ne m'a jamais donné de véritable raison de me méfier. C'était une femme très posée et très respectueuse de ses limites. Elle ne répondait jamais à un message à des heures inappropriées, ne cachait jamais d'appel et n'a jamais utilisé le prétexte du travail pour sortir de la maison sans raison. Au contraire, elle essayait toujours de me rassurer, me montrer l'avancement de ses projets, me parlait des réunions, des problèmes de l'entreprise. J'ai senti qu'elle essayait de me faire savoir à tout moment que sa relation avec Raoul était strictement professionnelle. Je l'avoue, au fond de moi, je ressentais toujours un peu de soulagement à l'arrivée des vacances, car je savais que cela signifiait ne pas avoir de contact avec lui. Et il y a eu un moment, 2 ans après notre rencontre, où j'ai reçu la nouvelle qui m'a apporté le plus de tranquillité depuis longtemps, Raoul avait démissionné. Il avait décidé d'accepter un poste hors de la ville, quelque chose lié aux importations dans une entreprise beaucoup plus grande. Je me souviens parfaitement du jour où Esmeralda me l'a annoncé. Nous dînions et elle a lâché, aujourd'hui, c'était le dernier jour de Raoul dans l'entreprise. Il part travailler à Monterrey. Je ne sais pas si elle a remarqué la paix que cela m'a procuré, mais la vérité est que je me suis senti libéré. Non pas parce que je me méfiais d'elle, mais parce que la simple idée qu'il soit à proximité était quelque chose qui, même si j'essayais de le dissimuler, restait un poids. À partir de ce moment, le contact a presque entièrement disparu. Elle ne l'a plus jamais mentionné et, peu à peu, j'ai oublié qu'il avait un jour existé. Au fil des ans, notre relation s'est consolidée. Esmeralda était tout ce que je cherchais chez une partenaire, mature, travailleuse, affectueuse, avec un caractère fort mais juste. Elle savait poser des limites, savait quand céder et quand ne pas le faire, et me faisait me sentir en sécurité. Elle n'était pas du genre à jouer avec la jalousie ou les secrets. Avec elle, tout était clair. C'est ce qui m'a poussé à franchir l'étape suivante. L'idée de lui demander sa main me trottait dans la tête depuis un certain temps, mais je voulais le faire d'une manière qui soit vraiment spéciale. Elle avait toujours eu un rêve, découvrir Hawaï. Depuis que je la connaissais, elle me parlait des plages, des paysages, de la beauté de cet endroit qu'elle voyait à travers des photos et des documentaires. Elle disait qu'un jour,
elle voulait marcher pieds nus sur le sable blanc et y admirer un coucher de soleil. Je me suis donc mis en tête que le moment de ma demande en mariage serait lié à ce rêve. J'ai passé des mois à tout planifier en secret. J'ai économisé, organisé mon temps de travail et me suis débrouillé pour que ce soit une surprise. Je lui ai dit que j'avais prévu un voyage, qu'elle devait m'accompagner sans que je lui donne beaucoup de détails. Elle se doutait qu'il y avait quelque chose derrière, car je ne suis pas précisément l'homme le plus spontané du monde, mais elle n'a jamais imaginé ce que je préparais. Nous sommes arrivés à Hawaï pour un voyage qui, pour moi, a été le plus important de ma vie. Je me souviens que le premier après-midi, alors que nous marchions sur la plage, elle était émerveillée par tout ce qu'elle voyait. Elle n'arrêtait pas de sourire, prenait des photos et me serrait dans ses bras toutes les 2 minutes, en disant qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle était là. Ce même après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon et que le ciel se teignait de tons orangés et violets, j'ai sorti la bague que j'avais gardée et je me suis agenouillé devant elle. Je crois que je n'oublierai jamais l'expression de surprise sur son visage. Elle a porté les mains à sa bouche, a commencé à pleurer et pouvait à peine parler. Quand elle a finalement réussi à dire oui, elle m'a serré si fort dans ses bras que j'ai eu l'impression que le monde s'arrêtait. Ce voyage a été magique. Nous avons passé une semaine entière à parcourir les plages, à gravir des volcans, à goûter la cuisine locale et à simplement profiter d'être ensemble. La demande en mariage est devenue le souvenir le plus spécial que nous partagions, et à partir de ce moment, nous avons commencé à parler sérieusement du mariage. Le retour à la maison a été différent. Nous n'étions plus simplement un couple, nous étions désormais fiancés, et cela a donné un nouveau souffle à notre relation. Elle était heureuse. Elle appelait sa famille et ses amis pour leur annoncer la nouvelle, montrait sa bague avec fierté et faisait déjà des listes mentales de tout ce qu'elle voulait pour ce jour. J'ai été surpris de voir à quel point elle était organisée, car à peine quelques semaines s'étaient écoulées et elle faisait déjà des recherches sur des lieux, regardait des robes, pensait au menu et même à la musique. Je la soutenais en tout, même si parfois j'étais un peu dépassé par la quantité de détails qu'un mariage implique, mais la voir si enthousiaste me remplissait également d'émotion. Au fil des mois, les préparatifs ont commencé à prendre forme. Nous avons trouvé une magnifique salle avec un grand jardin où la cérémonie se déroulerait en plein air. La date a été fixée pour l'été suivant, ce qui nous laissait suffisamment de temps pour tout organiser sereinement. Elle a rencontré sa famille à plusieurs reprises pour parler des invités, des fleurs, des couleurs qu'elle voulait. De mon côté, je me suis occupé de la musique et de certaines démarches avec le traiteur. Je ne peux pas dire que tout a été parfait, car comme dans tout mariage, il y a eu des tensions et des disputes pour des petites choses, mais à la fin, nous tombions toujours d'accord. À mesure que la date approchait, l'excitation grandissait. Elle allait aux essayages de sa robe avec sa mère, vérifier les invitations, parler aux prestataires. Je voyais tout cela et je sentais que j'étais sur la bonne voie, que j'avais trouvé la personne idéale pour fonder une famille. Mes amis me disaient que le bonheur se lisait sur mon visage et même mes parents, qui étaient un peu réservés au début, ont fini par l'adorer. C'était impossible de ne pas le faire. Esmeralda avait cette personnalité qui inspirait confiance, toujours sûre d'elle, toujours le mot juste. Pour moi, le jour de la demande à Hawaï avait été la confirmation de ce que je ressentais, elle était la femme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Et à mesure que les préparatifs avançaient, chaque étape renforçait cette idée. Je la voyais si investie dans tout, si pleine d'espoir, qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit que quelque chose pourrait mal tourner. Ce que j'ignorais, c'est que malgré toute cette assurance, quelque chose du passé n'était pas encore tout à fait enterré. Quelque chose que je croyais clos pour toujours, mais qui allait refaire surface au moment où je m'y attendais le moins, au moment qui devait être le plus heureux de ma vie. 3 jours avant le mariage, Esmeralda a commencé à se comporter étrangement. Je l'ai remarqué dans de petits détails. D'abord, elle était plus silencieuse, se laissait facilement distraire et semblait parfois absente au milieu de conversations simples. Ce même soir, pendant que nous dînions, elle m'a dit quelque chose qui m'a déconcerté, et si on reportait le mariage? Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait, mais son visage affichait un sérieux qui m'a glacé le sang. Quand je lui ai demandé la raison, elle m'a dit qu'elle avait eu des maux d'estomac ces derniers jours et qu'elle sentait qu'elle allait tomber malade pile le jour du mariage. Selon elle, elle préférait être en bonne santé avant de vivre ce moment. J'avoue que je me suis inquiété. Le lendemain, nous sommes allés chez le médecin pour écarter tout problème. Le docteur l'a examinée, lui a posé quelques questions et a finalement dit qu'elle était en parfaite santé, que c'était sûrement le stress lié à la situation.
J'ai voulu y croire et je me suis même senti un peu coupable de ne pas avoir envisagé que le stress de l'organisation d'un mariage pouvait l'affecter à ce point. En sortant du cabinet, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que tout irait bien, qu'elle devait juste se détendre. Elle a souri faiblement, mais ne semblait pas convaincue. Les jours suivants ont été de plus en plus étranges. Alors que j'étais excité par les derniers détails, je la sentais de plus en plus tendue, comme si elle portait un poids qu'elle ne voulait pas partager. Elle se levait tard, évitait de trop parler du mariage et parfois, je la trouvais silencieuse, le regard perdu dans le vide. Je n'ai pas voulu y accorder trop d'importance. J'ai pensé qu'il était normal que toute personne à la veille de se marier ressente une intense nervosité. C'était notre mariage, et j'étais convaincu que rien ne pouvait le gâcher. Pour moi, tout le reste se passait bien. J'avais finalisé la réservation de notre lune de miel. Nous retournerions à Hawaï, l'endroit qui était devenu notre souvenir le plus spécial. Je savais qu'elle avait adoré ce voyage, alors je me suis efforcé de planifier un séjour encore plus spécial, avec de nouvelles excursions et des expériences différentes pour revivre la magie du moment où elle m'a dit oui. De plus, avec mes amis, nous étions en train d'aménager l'appartement que nous avions choisi ensemble. Nous l'avions visité plusieurs fois. Elle avait choisi les couleurs des murs et les meubles principaux. C'était un endroit accueillant, parfait pour commencer notre vie de jeune mariés. Mes amis s'étaient proposés pour aider avec les derniers détails afin qu'ils soient prêts juste après le mariage. Je ne pouvais pas être plus heureux. La femme de ma vie, notre maison, un voyage de rêve, tout semblait aligné. Le jour du mariage est arrivé. Dès le matin, j'étais nerveux. Je me suis levé tôt, j'ai vérifié encore et encore mon costume, l'alliance, les papiers. Mon cœur battait vite, non pas par peur, mais par excitation. La cérémonie devait avoir lieu dans le jardin de la salle de réception que nous avions choisie, sous une arche remplie de fleurs blanches et lilas, les préférées d'Esmeralda. Les invités ont commencé à arriver, famille, amis, collègues de travail. L'ambiance était chargée de joie et d'attente. Quand elle est arrivée, tout le monde s'est tu un instant. Esmeralda était impeccable. Sa robe était simple mais élégante, d'un blanc éclatant qui mettait en valeur sa peau et ses cheveux relevés en une coiffure délicate. Elle marchait avec assurance et, bien qu'elle semblât nerveuse, son sourire illuminait tout l'endroit. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti que tout prenait son sens, que tout ce que j'avais fait dans ma vie m'avait mené à ce moment. La cérémonie a été magnifique. Nous nous sommes regardés dans les yeux en prononçant nos vœux et, lorsque nous avons signé les documents, une émotion indescriptible m'a envahi. Nous étions officiellement mari et femme. Elle a souri, m'a embrassé, et tout le monde a applaudi. Je croyais la voir heureuse, je croyais qu'elle partageait avec moi ce rêve accompli. La fête a commencé avec de la musique, de la danse et des rires. Tout le monde célébrait, la piste était pleine et les toasts n'arrêtaient pas. J'étais entouré de mes amis, de ma famille, de la sienne. Tout semblait être une réussite. C'est alors, au milieu de la célébration, que s'est produit ce que je n'oublierai jamais. Soudain, Esmeralda s'est approchée de moi et m'a serré fort dans ses bras. Elle m'a murmuré à l'oreille, « Mon amour, pardonne-moi. » Je suis resté immobile, confus. Je lui ai demandé, « Pourquoi ? De quoi parles-tu » Elle n'a pas répondu. Elle s'est dégagée de mon étreinte et a couru vers la sortie de la salle. Au début, j'ai pensé que c'était une blague, qu'elle reviendrait, mais nous l'avons tous vue monter rapidement dans une voiture qui l'attendait, moteur allumé. Le conducteur a démarré en trombe, faisant crisser les pneus devant tous les invités. La musique s'est arrêtée net, les rires se sont tus, et il n'est resté qu'un silence stupéfait. Personne ne comprenait ce qui se passait. Moi, désespéré, j'ai crié son nom et j'ai sorti mon téléphone pour l'appeler. Elle a répondu. J'ai mis le haut-parleur sans le vouloir, à cause de la nervosité, et sa voix brisée a résonné dans toute la salle, « Mon amour, je suis désolé. Je déteste faire ça aujourd'hui, mais crois-moi, j'ai essayé. Je t'aime. Je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas ignorer mes sentiments pour Raoul. Il a été mon premier amour, le premier en tout. Et c'est avec lui que je veux être pour toujours. Je m'en vais. Je ne reviendrai jamais. » Le monde s'est écroulé sous mes pieds à cet instant. Tout le monde a entendu ces paroles. Mes amis, mes parents, ses parents, les invités. Personne ne bougeait. Je n'ai pu que crier, « Pourquoi diable ne me l'as-tu pas dit avant de faire tout ça ? On a déjà signé. »
Et maintenant? Comment sommes-nous censés divorcer de quelque chose qui n'a même pas commencé? Mais elle ne m'a pas donné d'autre réponse, elle a juste dit entre deux sanglots, « Pardonne-moi, Abel », et elle a raccroché. Le silence a été rompu par les pleurs de ses parents. Je les ai vus enlacés, mais il y avait quelque chose dans l'expression de sa mère qui m'a glacé. Elle ne semblait pas surprise. Elle ne pleurait pas avec confusion, mais avec une douleur contenue, comme quelqu'un qui savait déjà ce qui allait se passer. Cette image est restée gravée dans ma mémoire. Depuis, je soupçonne qu'elle savait, qu'elle était au courant que Raoul était revenu en ville ou qu'il maintenait le contact. Je n'ai aucune preuve, mais je ne cesse d'y penser. La fête s'est dissoute en quelques minutes. Mes amis m'ont entouré pour me soutenir, m'ont pris dans leurs bras, m'ont sorti de là presque de force. J'étais en état de choc, j'avais à peine la capacité de traiter ce qui venait de se passer. Celle qui, quelques minutes auparavant, était ma femme m'avait abandonné à notre propre mariage pour partir avec son ex-petite amie. Devant nos familles, devant tous ceux qui nous aimaient. Il n'y a pas de plus grande humiliation. Nous sommes rentrés à la maison et j'ai passé la nuit entouré de mes amis qui se sont relayés pour rester avec moi et ne pas me laisser seul. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, les messages s'accumulaient, mais aucun n'était d'elle. J'ai essayé de l'appeler 1000 fois, chaque fois avec l'espoir absurde qu'elle réponde et me dise que tout était une erreur, qu'elle reviendrait. Elle n'a jamais répondu. Les jours suivants ont été un enfer. Je ne dormais pas, je mangeais à peine. Je me réveillais à n'importe quelle heure de la nuit pour voir si j'avais un message d'elle. Je consultais les réseaux sociaux, cherchant des traces, un signe de l'endroit où elle était, avec qui, ce qu'elle faisait. Rien. Elle avait complètement disparu. La seule chose qui restait était cet appel sur haut-parleur que tout le monde avait entendu comme une sentence. Les semaines ont passé, puis les mois. Rien n'a changé. Pas un message, pas un appel, pas une tentative d'explication. Rien. Elle était simplement partie avec Raoul, l'homme dont elle m'avait dit tant de fois qu'il n'était qu'un souvenir du passé, le même qui, selon elle, ne représentait aucune menace pour notre relation. Le même pour qui elle m'a quitté au moment le plus important de nos vies. Je ne comprends toujours pas. Je me suis marié, nous avons signé les documents et en quelques minutes, je me suis retrouvé avec un mariage brisé avant même d'avoir commencé. Il n'y a pas de manuel pour une telle situation. Il n'y a pas de mots pour décrire le vide que cela laisse. Je me demande encore comment elle a pu garder tout ça pour elle jusqu'à la fin, comment elle a été capable de planifier chaque détail du mariage, de sourire à la cérémonie, de dire oui devant tout le monde, en sachant qu'elle allait s'enfuir. Mise à jour. Plus d'1 an et demi s'est écoulé depuis ce jour où ma vie a changé de la manière la plus humiliante possible. Je ne pensais pas réécrire à ce sujet, mais je le fais parce que l'inattendu s'est produit. Esmeralda est réapparue et, bien que je ne ressente plus la même chose pour elle, j'avoue qu'entendre sa voix a secoué des souvenirs que je pensais avoir enterrés. Aujourd'hui, ma vie est différente. Après le mariage raté, il m'a fallu des mois pour retrouver un semblant de normalité. Ma confiance en les gens était anéantie et l'idée de tomber à nouveau amoureux me semblait impossible. Mais il y a 6 mois, lors d'un voyage d'affaires, j'ai rencontré Diana. Elle faisait partie de l'équipe d'une autre entreprise avec laquelle nous collaborions, et dès le premier instant, il y a eu une alchimie. Ce qui a commencé par des conversations informelles s'est transformé en quelque chose de sérieux. Diana a une forte personnalité, elle est directe, mais en même temps affectueuse et empathique. À ses côtés, j'ai retrouvé l'envie de construire une relation. Je ne dirais pas que ça a été facile, mais elle m'a montré ce que signifie vraiment être un partenaire de vie. Tout allait bien jusqu'à ce que je reçoive cet appel. C'était un après-midi ordinaire. J'ai répondu sans regarder le numéro et de l'autre côté, j'ai entendu une voix que j'ai reconnue instantanément. Abel, c'est moi, Esmeralda. J'ai senti mon estomac se nouer. Cela faisait plus d'1 an que je n'avais absolument aucune nouvelle d'elle. Je suis resté silencieux quelques secondes, ne sachant que répondre. Elle a brisé la glace. Pardonne-moi pour tout. J'ai commis la pire erreur de ma vie. Je veux recommencer avec toi. Ma réaction a été l'incrédulité. J'avais peine à croire ce que j'entendais. Comment pouvait-elle avoir le culot d'apparaître après ce qu'elle avait fait? Je lui ai répondu froidement, as-tu la moindre idée de ce que tu as provoqué, de ce que tu m'as fait endurer? Elle a insisté, en pleurant, que c'était une erreur, que ce qu'elle ressentait pour Raoul n'était pas réel,
qu'elle s'était laissée emporter par la nostalgie et qu'elle avait détruit ma vie et la sienne pour une mauvaise décision. Je n'en pouvais plus. Je lui ai dit clairement, non, il n'y a rien à dire. Tu as pris ta décision et maintenant tu vis avec les conséquences. Et j'ai raccroché. Je pensais que tout s'arrêterait là, mais je me trompais. Quelques jours plus tard, on a frappé à ma porte. En ouvrant, je l'ai vue. Esmeralda était là, debout devant moi, et je dois admettre que je l'ai à peine reconnue. La femme qui avait été un jour impeccable, sûre d'elle, avec une lueur dans les yeux, n'était plus là. À sa place, il y avait quelqu'un de visiblement délabré. Elle avait pris beaucoup de poids. Ses yeux étaient éteints et elle avait un air de défaite sur tout son visage. « S'il te plaît, Abel, donne-moi juste quelques minutes pour parler » m'a-t-elle demandé d'une voix brisée. Le problème, c'est que ce jour-là, Diana était avec moi à la maison. Elle a entendu la voix et s'est approchée pour voir qui c'était. Je n'ai pas besoin de décrire le malaise que j'ai ressenti. J'ai regardé Diana et j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est elle. Celle qui m'a quitté au mariage, qui m'a abandonné devant tout le monde. Je m'attendais à ce que Diana réagisse avec colère ou me demande de fermer la porte, mais à ma grande surprise, elle a dit calmement, « Tu sais quoi ? Moi, ça m'intéresse ce qu'elle a à dire. Laisse-la entrer. Parler, je me mettrai à l'écart. » Et c'est ainsi qu'Esmeralda est entrée chez moi pour la première fois en plus d'1 an. Elle s'est assise sur le canapé, les mains tremblantes, tandis que Diana s'éloignait un peu, observant les bras croisés. Je suis resté debout, ne sachant pas si j'avais la force de l'écouter. Alors, elle a commencé à parler. Elle m'a raconté que dès qu'elle est partie avec Raoul, tout est devenu un cauchemar. Au début, elle pensait avoir pris la meilleure décision de sa vie. Selon elle, il lui avait promis une vie ensemble pleine de projets et d'amour. Il lui disait qu'il l'avait toujours attendu, qu'il ne l'avait jamais oublié et que c'était maintenant le moment de récupérer ce qu'ils avaient perdu. Elle, aveuglée par ses souvenirs et par la nostalgie, a cru à ses paroles. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle tombe enceinte. Au début, Raoul semblait heureux de la nouvelle, mais au fil des mois, il a commencé à prendre ses distances. Quand le bébé est né, au lieu de s'unir en tant que famille, il s'est presque complètement désintéressé. Elle m'a dit, en sanglotant, qu'il passait des jours dehors, que parfois il ne répondait même pas à ses appels, qu'il ne lui donnait pas assez d'argent et que quand il était à la maison, il la maltraitait avec des mots cruels. Je me suis rendu compte trop tard que je m'étais trompé. L'homme que je croyais être Raoul n'existait plus, ou peut-être n'a-t-il jamais existé. Et j'ai gâché ma vie et la tienne. Elle me demandait pardon encore et encore. Elle disait qu'elle avait commis la pire des erreurs, que chaque jour elle regrettait davantage, qu'elle avait laissé partir le seul homme qu'il avait vraiment aimé et respecté. Je sais que tu as quelqu'un, je sais que je n'ai plus le droit de te demander quoi que ce soit, mais si tu as un jour ressenti quelque chose pour moi, aide-moi. Je ne te demande pas de revenir, juste de m'aider à m'en sortir. Avant que je puisse répondre, Diana a parlé. Son ton était ferme, direct, voire sarcastique. Ah, ma chérie, mais qu'est-ce que tu es stupide. Quitter un homme comme lui, c'est vraiment à analyser. Regarde, Abel est beau, aimant, fidèle, respectueux, il a un travail stable, une situation financière solide. C'est le meilleur parti que j'ai jamais connu. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as quitté pour ton ex, le même qui t'a sûrement promis le ciel et t'a donné l'enfer. Il t'a mise enceinte, t'a maltraité et t'a abandonné. Je n'aime pas me moquer du malheur des autres, mais ton cas est vraiment risible. Sérieusement, à quoi t'attendais-tu? Je suppose que tu ne la pardonneras pas, n'est-ce pas, Abel? Je suis resté à regarder Diana. Sa dureté était brutale, mais elle n'avait pas tort. Je lui ai répondu calmement, mais fermement. Bien sûr que non. Elle a pris sa décision et maintenant elle doit vivre avec les conséquences. Ces mauvaises décisions ne sont pas de ma faute. Je ne vais pas porter le fardeau de quelque chose que je n'ai pas provoqué. Alors, va-t'en, Esmeralda. Fiche le camp d'ici. Elle a fondu en larmes. Elle pouvait à peine me regarder dans les yeux en se levant et en se dirigeant vers la porte. Elle est partie humiliée, vaincue, sans un mot de plus. J'ai fermé la porte derrière elle et je suis resté silencieux quelques secondes. Diana a été la première à parler. Dommage pour cette fille. En vérité, je voulais juste savoir comment se terminait ce potin, c'est pour ça que je t'ai dit de la laisser entrer. Mais il est clair qu'il n'y a plus rien à faire.
Je me suis assis sur le canapé, épuisé. Une partie de moi ressentait de la colère, une autre de la compassion. Autant que cela me coûte de l'admettre, il me restait un peu de pitié pour Esmeralda. Elle avait détruit ma vie par le passé, oui, mais elle avait aussi détruit la sienne. Il ne restait rien de la femme que j'avais un jour aimée. La seule chose que j'avais devant moi était le résultat de ses mauvais choix. Et même si elle m'a demandé de l'aide, j'ai compris que je n'étais pas responsable de la sauver. Elle avait choisi un autre chemin et maintenant, elle devait y faire face seule. Cette nuit-là, je suis resté à réfléchir. J'ai réfléchi à l'ironie de la situation. J'ai cru un jour que ma vie était ruinée par ce qu'elle m'avait fait, et maintenant je me rends compte qu'en réalité, c'était une bénédiction déguisée. Si Esmeralda ne m'avait pas abandonné, je n'aurais jamais rencontré Diana. Je n'aurais jamais découvert que je pouvais être aimé de manière authentique et recevoir en retour le même respect. La douleur que j'ai vécue était nécessaire pour m'amener là où je suis aujourd'hui. J'écris ceci non par vengeance ni pour exposer qui que ce soit, mais pour témoigner que, même si parfois la vie nous frappe de la manière la plus cruelle, elle nous ouvre aussi des chemins inattendus. Je pensais que le jour de mon mariage était la fin de mon histoire, mais en réalité, c'était le début d'une autre. Et aujourd'hui, après tout, je peux dire que je suis plus fort et que, même si je garde des cicatrices, je suis en paix.